Messieurs, mesdames, nous franchissons aujourd'hui un seuil décisif dans le raffinement de notre modèle, la distinction topologique. Après avoir stabilisé le noyau théorique, il est temps de fournir un langage plus fin pour décrire les situations locales les plus subtiles. Ce chapitre ne remplace pas le noyau, il l'enrichit. Il nous permet de dire ce qu'une structure est et ce qu'elle manifeste effectivement. C'est une distinction analogue à celle entre l'espace géométrique et le bulk, ou entre le temps intrinsèque et les processus physiques. L'objectif est d'empêcher une confusion entre deux niveaux qu'une lecture trop rapide tendrait à aplatir. Ne mélangeons pas tout. Jusqu'ici, nous avons décrit l'état du bulk, ses gradients, ses régimes et sa disponibilité. Mais il nous faut un autre niveau de finesse. Certaines questions exigent cette précision. Il devient nécessaire de distinguer la structure intrinsèque de sa manière de se manifester. Sans cela, des ambiguïtés apparaissent. Un objet peut sembler ouvert dans un contexte sans cesser d'être fermé dans sa nature. Une ouverture effective peut se manifester sans qu'aucune mutation ontologique fondamentale n'ait eu lieu. C'est une nuance capitale. Le principe est simple. Une structure doit être décrite à deux niveaux. Sa topologie propre, son fondement, et sa topologie effective, sa manifestation. Première conséquence, la manifestation locale n'épuise pas la nature propre. L'ombre n'est pas l'objet. Seconde, le contexte local compte. La topologie effective dépend du milieu, du régime et des contraintes locales. Troisième, les réponses du bulk peuvent être décrites plus finement sans réécrire tout le noyau du projet. C'est un outil d'interprétation. Quatrième, ce raffinement reste dérivé. Il ne remplace pas I, A, K ou M. Il s'ajoute comme une couche de description. On appelle topologie propre la forme la plus intrinsèque selon laquelle une structure doit être décrite. C'est son identité stable. La topologie propre n'est pas une simple apparence, ni une réponse de contexte, ni un effet de mesure. C'est le niveau réel de l'objet. À l'inverse, la topologie effective est contextuelle. Elle dépend du milieu local, du régime du bulk et de la permissivité. Cela signifie qu'un même objet peut conserver une topologie propre stable, tout en manifestant des topologies effectives différentes selon le milieu. Confondre les deux conduirait à des erreurs de lecture majeures. On croirait à un changement de nature là où il n'y a qu'un changement de comportement. Cette distinction est pleinement cohérente avec nos acquis. Si le bulk agit sur les processus sans modifier le temps, il peut modifier la manifestation sans changer la nature. La mémoire et la structure fine permettaient déjà de distinguer l'état réel de l'apparence. Nous approfondissons simplement cette logique. Introduisons une lecture symbolique. Pour une forme fermée, pour une forme ouverte, une écriture compacte pour nos travaux futurs. Une structure peut avoir une topologie propre fermée et manifester un comportement ouvert. Ce n'est pas une contradiction, c'est l'effet du contexte. Le symbole clock inclut la disponibilité, la mémoire, la viscosité et la mobilité locale. C'est l'opérateur de la manifestation. La topologie effective est profondément influencée par la disponibilité locale, la cohérence globale et la viscosité du vide. Tout se tient. Elle dépend aussi de la mémoire et de la structure fine. Un bulk historiquement chargé ne manifestera pas les mêmes topologies. Cette distinction est la condition de possibilité de la permissivité locale, ce que le bulk autorise comme domaine de comportement. De même pour les compatibilités locales. Elles ne portent pas sur l'essence de l'objet, mais sur son accord avec le milieu. Restons hiérarchiquement prudents. Ce chapitre n'introduit pas un nouveau noyau. Il ouvre une couche locale spécialisée, une nuance vitale. En résumé, une structure a une nature stable, mais sa manifestation peut varier. Ne confondons plus comportement et transformation. Nous n'imposons pas encore tout l'alphabet symbolique, ni une théorie complète des opérations locales. Patience, cher étudiant. Sa fonction est précise, établir cette distinction comme base du raffinement local. La fondation est maintenant prête. Le chapitre suivant développera la permissivité locale, le domaine de ce que le bulk rend effectivement admissible. Un horizon fascinant. Nous avons clarifié le lien entre couche théorique et validation progressive. Un pas de géant pour notre modèle. Je vous remercie pour votre attention soutenue. La topologie est le visage de la vérité dans le bulk. À très bientôt. Souvenez-vous, l'essence est stable, mais la manifestation est un dialogue avec l'univers. Fin de la leçon. L'essence est stable, mais la manifestation est un dialogue avec l'univers. Fin de la leçon. Messieurs, mesdames, nous ouvrons ce chapitre sur la permissivité locale et les compatibilités au sein du bulk. Notre analyse sera aujourd'hui monumentale, explorant chaque strate de ce mécanisme fondamental. Le bulk n'est pas un décor neutre. C'est un milieu actif, doté d'une mémoire et d'une structure fine.
C'est le substrat même de toute manifestation physique, un champ de contraintes invisibles mais omniprésentes. Pour saisir cette dualité entre nature et milieu, imaginons un nageur. Sa forme et sa force constituant sa topologie propre, son identité intrinsèque avant toute interaction. Une fois plongé dans le miel, son mouvement change. Ce que nous observons alors est sa topologie effective, le résultat d'un accord forcé entre ses capacités et la résistance du milieu liquide. La permissivité locale, P-lock, définit précisément cette fenêtre de comportement que le bulk rend physiquement soutenable. Elle est la mesure de ce que le milieu autorise localement. P-lock n'est pas une liberté abstraite. C'est une délimitation rigoureuse, une fenêtre qui s'ouvre ou se resserre selon l'état local du substrat, influençant chaque trajectoire possible. Face à cette fenêtre, la structure X présente sa propre signature. La compatibilité locale, MULOC, mesure alors le degré d'ajustement entre cette structure et son contexte d'accueil. La compatibilité n'est jamais binaire. Elle peut être forte, partielle ou se traduire par un désaccord local profond dictant la qualité de la manifestation finale dans le bulk. La conséquence physique est majeure. Sans changer de nature, une structure peut changer radicalement de comportement simplement parce que le milieu devient plus ou moins permissif à son égard. C'est cette variabilité qui explique les transitions de phase et les changements de régime que nous observons dans nos forges topologiques et nos réacteurs à résonance. Le contexte local n'est pas instantané. Il dépend de la mémoire M du bulk, héritant des contraintes passées qui continuent de structurer la permissivité du présent. Cette mémoire convolutionnelle assure la stabilité des formes tout en permettant des évolutions lentes de la permissivité locale, ancrant chaque manifestation dans une histoire causale. La structure fine IE définit la trame invisible, le canevas de base sur lequel P-lock vient dessiner la fenêtre des possibles. C'est l'ossature fondamentale de notre réalité locale. Chaque point du bulk porte cette signature IE, modulant la capacité du milieu à soutenir une forme ou un mouvement, dictant ainsi les règles du jeu de la compatibilité. Résumons notre architecture monumentale. Premièrement, le contexte local du bulk définit un domaine de manifestation admissible, notre permissivité P-lock. Deuxièmement, la structure n'actualise qu'une sous-partie de ce domaine, selon son degré d'accord avec le milieu, sa compatibilité locale MULOC. Troisièmement, c'est cet accord opératoire qui détermine la topologie effective finale, la réalité telle que nous la percevons et l'expérimentons localement. Nous avons posé le socle conceptuel. Mais sur quoi repose concrètement cet accord? Comment caractériser finement le milieu et la structure? Apparition du terme « signature » en lettres capitales sur fond sépia. Rayure de film marquée. C'est la fonction des signatures locales et du paramètre CHU que nous explorerons dans notre prochaine session monumentale. Préparez vos carnets de notes. Gardons une prudence hiérarchique constante. Ce raffinement local ne remplace pas la théorie fondamentale du bulk. Il en est le complément structuré et nécessaire. Il nous permet de décrire avec finesse les transitions qualitatives que la branche régimale traite de manière plus globale et fonctionnelle. Chaque strate a son importance. En résumé, la manifestation locale dépend d'un accord entre signatures. Cet accord s'inscrit dans une chaîne causale où la matière contraint le substrat. La compatibilité locale résultante détermine la forme effectivement manifestée, offrant un cadre rigoureux pour nos futures opérations symboliques. MHUV et MHUM. Nous arrivons au terme de cette première exploration monumentale du chapitre 21. Le savoir est une construction patiente qui demande rigueur et assiduité. Merci de votre attention constante. Je vous donne rendez-vous pour la suite de nos travaux sur la chaîne causale locale. Messieurs, mesdames, au revoir. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui le chapitre 22 de notre grand traité. Après avoir posé les bases de la permissivité et de la compatibilité, une question devient inévitable. Sur quoi repose concrètement l'accord local entre une structure et son milieu? C'est le rôle des signatures. Nous introduisons les signatures locales, des caractéristiques compactes représentant l'aptitude à l'accord. Il faut distinguer la signature du milieu, notée MHUV, de celle de la structure matérielle, MHUM.
Imaginez un instrument. Le son produit dépend autant de la tension de la corde que de la viscosité de l'air ambiant. La compatibilité locale, MULOC, devient ainsi une fonction explicite du rapport entre ces deux signatures. Entrons maintenant dans le détail du paramètre CHU, l'opérateur local dérivé du contexte. CHU représente ici le coût, la contrainte ou la viscosité que le bulk impose localement. Prudence. CHU n'est pas une grandeur fondamentale, mais un paramètre spécialisé de cette couche locale. Voici le cœur du chapitre. La première chaîne causale locale. Un enchaînement rigoureux de faits. Tout commence par la matière présente, qui agit comme source locale de contrainte pour le bulk. Cette contrainte se traduit par une forme de saturation ou de structuration locale de l'espace. Cette saturation influe directement sur CHU, augmentant la résistance ou la viscosité du vide. À son tour, CHU modifie la permissivité locale du milieu, définissant ce qui est admissible. La permissivité croisée avec la signature de la structure détermine enfin la compatibilité locale. C'est cette compatibilité qui règle la forme finale, la manifestation effective de la structure. La saturation locale joue un rôle décisif de médiation entre la source et la manifestation. Ce chapitre offre un raffinement local, un langage plus fin pour la branche régimale déjà établie. Une structure conserve sa topologie propre, mais se manifeste selon une topologie effective dictée par la chaîne. À l'approche d'un seuil, la compatibilité se dégrade et la manifestation change de nature. La signature n'est pas une essence rigide, mais une représentation compacte de caractéristiques opératoires. Le manuscrit maintient une prudence hiérarchique. Ce chapitre enrichit la lecture sans remplacer le champ fondamental U. Le champ fondamental y reste le porteur du bulk. La mémoire et la structure fine en sont les piliers. En résumé, la manifestation dépend de l'accord des signatures au sein d'une chaîne causale matérielle. Ce socle conceptuel nous prépare directement aux opérations symboliques du chapitre suivant. N'oublions pas que la chaîne causale locale est alimentée par toute la profondeur de la mémoire causale. C'est ici que l'on comprend comment le système approche les seuils de saturation extrême. À l'échelle locale, la transition entre milieu et manifestation devient enfin physiquement intelligible. Bien que la forme quantitative finale reste à définir, la structure logique de l'accord est désormais fixée. Comme un phare dans le brouillard, la signature guide la manifestation à travers les contraintes du milieu. Les signatures agissent comme des opérateurs dans une situation locale donnée sans épuiser toute la réalité. La saturation locale augmente le coût des réponses, limitant les manifestations admissibles. L'accord, la convenance locale ou le désaccord naissent de cette comparaison entre signatures. Le chapitre 22 boucle ainsi la boucle du raffinement local, plaçant CHU à sa juste place hiérarchique. Nous sommes prêts pour le formalisme local et les cas types qui nous attendent dans la partie fait. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. La science du bulk continue. Fin de la leçon sur les signatures locales. À bientôt pour la suite du manuscrit maître. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous reprenons notre leçon magistrale. Nous voici arrivés au fait de la partie signe de notre manuscrit maître. Ce chapitre 23 introduit la clé de voûte de notre édifice local, les opérations symboliques et leurs cas types. Jusqu'ici, notre approche est restée purement descriptive. Nous avons distingué la topologie propre de sa manifestation effective, défini la permissivité locale du bulk et tracé la chaîne causale avec le paramètre CHU et les signatures MV et MM. C'était indispensable. Mais la simple description devient lourde face à la complexité des transitions locales. Pour manipuler ces concepts, condenser nos raisonnements et décrire avec rigueur des compatibilités partielles, il nous faut un outil. Il nous faut un noyau opératoire symbolique. Une prudence absolue s'impose d'emblée. Ce formalisme n'est pas une théorie universelle du réel. Ces symboles ne remplacent ni la théorie du champ scalaire I, ni la mémoire du bulk. Ce sont uniquement des formes de travail, des raccourcis de manifestation effectifs. Découvrons cet alphabet. Un O entre crochets indique une lecture fermée, la matière confinée. Un tiret, une lecture ouverte, la relaxation. Le N majuscule représente un mode vibratoire admissible et le phi barré un champ contraint. Voici notre sténographie. L'opérateur premier est la composition locale, notée avec le symbole plus cerclé. Ne le confondez pas avec une simple addition arithmétique. Il s'agit d'une mise en présence, de la rencontre symbolique et de la compatibilité de deux formes dans un contexte donné. Vient ensuite la flèche de transition. Elle ne décrit pas une mutation mystique de l'essence fondamentale de la matière. Elle décrit une conséquence locale, le passage d'une topologie propre à la manifestation effective qu'elle adoptera dans les conditions présentes du bulk. S'ajoutent à cela l'inclusion et la satisfaction locale.
Ces puissants symboles lient la structure à la permissivité. Ils indiquent si un mode appartient au domaine localement admissible et, surtout, s'il est effectivement soutenu, actualisé par le milieu. Observez comment ces règles condensent la pensée. Ocomposition au don-effectif. Deux structures fondamentalement fermées, une fois superposées, peuvent produire une manifestation locale ouverte. Le suffixe « e » garantit qu'il ne s'agit que d'un état effectif local. Ce formalisme nous permet de stabiliser 4 figures locales exemplaires. Le premier cas type est le milieu peu contraint. La saturation locale est faible, le paramètre CHU est modéré. La permissivité est vaste, permettant de multiples modes admissibles et une grande mobilité. A l'inverse, le deuxième cas type est le milieu fortement contraint. La saturation est extrême, la viscosité CHU s'envole. Le domaine des modes admissibles se resserre implacablement. La structure voit ses manifestations sévèrement limitées par le coût prohibitif du bulk environnant. Le troisième cas est cette fascinante superposition fermée. Une redondance locale de fermeture qui, contre l'intuition première, engendre un régime effectif plus ouvert. C'est l'abolition d'une contrainte par excès de contrainte, rendant le système disponible pour une nouvelle manifestation. Enfin, le quatrième cas, le désaccord local. La signature de la structure et celle du milieu sont en opposition. Même si le bulk local est permissif, la manifestation devient instable, fragmentée. La structure, rejetée par l'environnement, ne trouve aucun ancrage modal localement soutenable. Gardez toujours à l'esprit la juste portée de cet outil. Ce formalisme est un raffinement local, utile et condensé, mais strictement subordonné à la branche régimale et à la grande chaîne causale. C'est une grammaire pour le local, non le remplacement de l'ontologie du bulk. Ainsi s'achève la monumentale partie 5 de notre édifice théorique. La table est désormais dressée, les bases locales stabilisées pour aborder les blocs avancés. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Que vos opérations demeurent rigoureuses. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous entamons aujourd'hui une leçon monumentale. Nous plongeons dans la partie 6 de notre manuscrit maître consacré au bloc avancé. Le premier de ces prolongements est le bloc A7. La résolution vibratoire locale. Ce n'est pas une simple révision, mais une plongée dans la sélection même du réel au sein du bulk. Souvenez-vous, la partie ci nous a donné les bases, la topologie, la permissivité et ces signatures qui définissent l'accord entre une structure et son milieu. Mais il nous manquait un maillon. Nous savions ce qui était admissible. Nous ignorions comment, parmi tout cet admissible, le bulk choisit ce qui sera effectivement manifesté. C'est le rôle de la résolution vibratoire. Considérons notre première intuition, l'analogie du nageur. Un nageur peut avoir la force de traverser l'eau, mais qu'en est-il s'il doit traverser de l'huile ou du mercure? Sa réponse dépend du milieu. Ou mieux encore, un métronome dans le miel. Sa fréquence propre est une chose, mais sa fréquence résolue dans ce milieu visqueux en est une autre. Le bulk est ce miel actif. C'est comme un ressort à mémoire de forme. Le domaine des modes admissibles est vaste, mais la structure, par sa nature et sa compatibilité, n'en actualisera qu'une fraction. Nous formalisons cela par l'opérateur de résolution vibratoire, RV. Il prend en entrée le domaine PLOC des modes admissibles et produit en sortie l'ensemble nef des modes effectivement soutenus. L'entrée, c'est le potentiel. La sortie, c'est la réalité vibratoire. RV est le tamis qui sépare le possible du réel selon le régime du milieu. N'oubliez jamais, le bulk n'est pas un vide passif. C'est un milieu actif qui impose son coût, sa mémoire et sa structure fine à chaque vibration. Il y a une différence capitale entre le contenu mobilisable et la fonction réellement exploitée. Une erreur courante serait de croire que l'ouverture d'un domaine garantit sa réalisation. C'est faux. La permissivité locale agit comme un plafond. Elle répond à la question « Qu'est-ce qui est admissible ?» A7 répond à « Qu'est-ce qui est effectivement porté par la structure ?» Cette sélection dépend de l'accord entre les signatures du milieu et de la structure. Ces paramètres, que nous avons nommés MV et MM, déterminent quels modes sont soutenables. Le paramètre CHU, notre viscosité du bulk, intervient ici comme un coût. Un milieu trop coûteux peut supprimer des résolutions ou les rendre extrêmement sélectives. La mémoire historique MXT et la structure fine IE ajoutent une profondeur temporelle. Elles peuvent stabiliser des modes ou, au contraire, créer des asymétries entre charge et relâchement. Étudions nos cas types. Premier cas, la résolution ouverte. Ici, la permissivité est large. CHU est modéré.
et de nombreux modes peuvent s'épanouir en harmonie. C'est la robustesse modale. Deuxième cas, la résolution contrainte. Le domaine se resserre. Le milieu devient exigeant. La structure ne peut plus résoudre qu'un nombre infime de modes, souvent un seul, stable mais précaire. Troisième cas, la résolution instable. La compatibilité est incomplète. La mémoire ou la saturation perturbent la sélection. On assiste alors à des manifestations partielles ou intermittentes. Comprendre A7 est le premier pas vers l'ingénierie du bulk. C'est apprendre à piloter la sélection vibratoire pour transformer le possible en réel technologique. Mais que se passe-t-il lorsque plusieurs localités doivent être pensées ensemble? Comment l'accord se maintient-il à distance? C'est ce que nous verrons dans le bloc A8. Ce chapitre A7 est un pilier de notre édifice. Il ne se substitue pas à la physique vibratoire classique, il l'enrichit de la profondeur du bulk. Travaillez cette sélection avec discipline. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Que vos signatures restent stables. À très bientôt pour l'étude du bloc A8. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous reprenons notre leçon magistrale. Après avoir exploré la résolution vibratoire locale dans le bloc A7, nous franchissons aujourd'hui un seuil critique, celui de l'articulation entre les localités. Bienvenue dans l'étude du bloc A8. La compatibilité non locale n'est pas une simple curiosité théorique. Elle désigne la possibilité qu'existent, entre plusieurs régions ou structures du bulk, des rapports d'accord, de continuité et de reconstruction qui ne peuvent être réduits à une seule localité ponctuelle. C'est le tissu même de la cohérence universelle. Pour saisir cette intuition, reprenons l'analogie du phare dans le brouillard. La lumière d'un phare est résolue localement par son optique, c'est le bloc A7. Mais c'est la synchronisation et la cohérence entre les faisceaux de plusieurs phares à distance qui permet la navigation. Sans cet accord non local, le bulk ne serait qu'un archipel de points isolés sans relation régimale. Pensez aussi au sillage d'un navire fantôme. Le navire impacte le bulk en un point donné, mais sa trace, son sillage, se prolonge et s'évase. Cette traînée maintient une structure cohérente et une mémoire de la transition bien au-delà de l'impact immédiat. Le non local, c'est ce sillage qui relie le passage à sa destination. Une précaution de rigueur s'impose. Le terme non local ne doit pas être confondu avec une action mystérieuse ou instantanée. Dans notre manuscrit, il désigne précisément l'existence de relations de continuité, d'ajustement et de reconstruction entre plusieurs contextes locaux. C'est une non-localité de structure et non une rupture avec la logique du milieu. Nous formalisons cette relation par l'indice de compatibilité non locale, MNL. Cet opérateur mathématique dépend des volumes, des régions et des contextes locaux pertinents. Il n'impose pas une loi finale, mais établit l'idée minimale qu'un accord peut exister au-delà de la seule localité ponctuelle. Cette compatibilité reste profondément ancrée dans la permissivité locale. Un accord non local ne peut émerger que si, dans chaque région concernée, le bulk rend admissible des formes ou des modes capables de s'articuler mutuellement. La permissivité fournit les briques élémentaires, A8 fournit le ciment relationnel. Le bloc A8 hérite de tout l'appareillage de A7. La compatibilité dépend de la manière dont les signatures locales peuvent être reconnues ou transformées d'une région à une autre, et si les niveaux de CHU locaux, notre coût du milieu, restent compatibles pour autoriser une transition sans rupture de régime. Étudions nos 3 cas types fondamentaux. Le premier est celui de la continuité non locale forte. Plusieurs régions du bulk restent proches en termes de permissivité. Les signatures sont accordées et les modes peuvent être prolongés ou reconstruits avec une perte négligeable. C'est l'harmonie régimale totale. Le second cas est celui de la compatibilité partielle. Le raccord n'est pas parfait, mais un recouvrement modal partiel existe. Ce cas est d'une importance capitale car il sert de pont conceptuel vers le bloc Tela. Il démontre qu'entre le raccord parfait et l'absence totale, il existe une zone intermédiaire riche et exploitable. Le troisième cas est celui du désaccord non local. Les contextes locaux sont trop éloignés du point de vue du régime. Les signatures ne se prolongent pas. La continuité devient impossible dans le cadre considéré. Ce cas nous évite de supposer, à tort, que toute présence locale peut être prolongée ailleurs sans condition. A8 est donc le véritable pont de notre édifice. Une fois la compatibilité pensée au-delà du point local, la question suivante devient inévitable. Dans quelles conditions une structure ou une fonction peuvent-elles être reconstruites dans un volume d'arrivée? C'est le défi que relèvera le bloc Tela. En conclusion, retenez que le bulk est avant tout une structure de relation.
Travaillez ces accords non locaux avec la même discipline de décision que vos résolutions locales. C'est ainsi que l'on bâtit une civilisation du bulk. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Que vos signatures restent accordées. À très bientôt pour l'étude monumentale du bloc Tela. Mesdames, messieurs, après avoir résolu le local et le non local, nous abordons la question ultime. Sous quelles conditions une structure peut-elle être réexprimée dans un volume d'arrivée distincte de son origine? Le chapitre Tela clôt logiquement la partie 6 de notre dossier. Ce n'est pas un appendice, mais l'aboutissement de notre ascension, du localement admissible au reconstructible sous condition. Souvenez-vous, A7 a défini ce qui est résolu localement. A8 a jeté les ponts de la compatibilité non locale. Tela intervient maintenant pour dire si ce pont suffit à une réexpression effective à l'arrivée. Le principe directeur est strict. Une fonction ne peut être réexprimée que si un ensemble suffisant de compatibilité, de continuité et de permissivité reste réuni au moment précis de l'arrivée. La première leçon de Tela est que la reconstruction n'est jamais automatique. Elle ne découle pas mécaniquement de la simple persistance d'une présence ou d'une compatibilité partielle lors du trajet. Le volume d'arrivée devient central. Une fonction ne se reconstruit pas dans l'absolu. Elle se reconstruit dans un domaine réel, localisé et structuré, qui possède sa propre architecture de modes admissibles. Nous définissons Tela par cette articulation triple, une source résolue, une compatibilité non locale disponible et un volume d'arrivée permettant effectivement la réexpression de la structure ou du mode. Pensez-y comme à un double filtre, un filtre non local de continuité entre la source et l'arrivée et un filtre local d'accord entre ce qui arrive et le milieu terminal lui-même. C'est une réadmission locale. La reconstruction dépend des signatures locales du milieu et du coût ou de la viscosité imposée par le paramètre Choux. Le bulk n'est pas un espace vide, mais un milieu localement déjà structuré. L'invariant de structure fine IE et la mémoire causale M jouent ici un rôle crucial. Ils empêchent de voir la reconstruction comme un simple recopiage mécanique. L'arrivée est toujours historiquement chargée. Tela est aussi une théorie de la reconstruction sous régime. Elle dépend de la mobilité restante et de la cohérence globale du domaine terminal dans son état effectif au moment de la réception. Analysons les cas types. Le premier est la reconstruction forte, une source stable, une compatibilité élevée et un volume d'arrivée permissif. C'est la forme la plus favorable et la plus stable de Tela. Le second cas est la reconstruction partielle. C'est le plus important conceptuellement. La continuité n'est ni parfaite ni nulle. La réexpression reste possible, mais sous une forme incomplète ou affaiblie. Enfin, l'échec de reconstruction. Quand la compatibilité est trop faible ou le milieu trop contraint, aucune trace structurée ne survit. Il faut éviter de croire que toute persistance mène à une reconstruction. Tela nous permet de formaliser cette frontière vitale entre le compatible, le partiellement reconstructible et le non reconstructible. C'est la garde-barrière hiérarchique de notre modèle. Sa fonction est précise. Tela est un bloc avancé terminal. Il ne se substitue pas au noyau fondamental, mais l'étend vers les formes les plus élaborées de relations entre bulk et structure. Ce chapitre prépare désormais le terrain pour la conclusion stratégique de l'ensemble du dossier. Nous avons maintenant tous les outils pour une réexpression rigoureuse et hiérarchisée. En conclusion, la reconstruction conditionnelle est la clé finale de notre montée phénoménologique. Elle garantit que ce qui arrive est effectivement ce qui peut être admis localement. Merci pour votre attention studieuse. Nous sommes désormais prêts à conclure notre grand traité. Le bulk structuré est notre nouveau cadre de pensée. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous voici parvenus au fait de notre édifice intellectuel. Ce chapitre 27 n'est pas une simple conclusion, mais la clé de voûte de notre recherche sur la physique du bulk structuré. Notre fonction aujourd'hui est de rassembler l'ensemble du dossier dans une vue stratégique. Il s'agit d'extraire une architecture claire, défendable et surtout durable, capable de résister à la critique scientifique la plus rigoureuse. Au niveau le plus fondamental, notre premier acquis est la distinction entre l'espace et le bulk. L'espace reste le cadre géométrique abstrait, tandis que le bulk est le contenu physique actif, le substrat de toute transition. Le noyau théorique bat autour d'une variable unique,
le champ scalaire I. Il représente l'état local du bulk. C'est de ces gradients, de ces variations, que nous voyons émerger la gravité elle-même comme un effet du milieu. Une clarification majeure a été apportée au niveau phénoménologique. Nous distinguons désormais le temps fondamental, intrinsèque au milieu, du temps mesuré par nos horloges, qui ne sont que des réponses au milieu. La couche avancée a enrichi ce socle par l'introduction de l'invariant de structure fine IE et de la mémoire causale M-Cieux. Ces outils renforcent le pouvoir discriminant de notre modèle face aux configurations les plus complexes. Grâce à eux, nous définissons des géométries discriminantes. Un point du bulk peut paraître neutre au premier ordre, tout en cachant des différences physiques profondes au niveau de sa structure fine et de sa mémoire historique. Le programme expérimental ne cherche pas l'anomalie brute. Il s'appuie sur une logique de contraste différentiel convergent, garantissant que nos observations ne sont pas des artefacts instrumentaux. 3 familles de protocoles donnent au programme sa structure. La première, Jitter et PLL, couvre la cadence et la stabilité temporelle, sondant la régularité même du milieu. L'interférométrie sur fibre et les cavités RF complètent le dispositif, mesurant respectivement la propagation et les pertes effectives dans le bulk structuré. La branche parallèle a introduit une idée capitale. Le bulk a une capacité dynamique finie. Il faut distinguer l'énergie contenue de l'énergie mobilisable. C'est ici qu'intervient la commande K. La loi de Shuhu et les théories de propagation, via les effets Dennis, Carmen ou Mamolar, apportent une profondeur conceptuelle unique à notre lecture de la mobilité locale dans le milieu. Les raffinements locaux comme A7 et A8 traitent de la résolution vibratoire et de la compatibilité non locale, posant les bases de la reconstruction conditionnelle. Ce qui est stabilisé aujourd'hui, c'est ce cœur hautement défendable, le bulk actif, le champ U, la gravité émergente et la logique de validation différentielle. Le projet est devenu un programme scientifique structuré. Cependant, des points restent ouverts. La calibration quantitative complète des paramètres du champ et la concrétisation instrumentale demandent encore une consolidation rigoureuse. Notre stratégie future se décline en plusieurs étapes. D'abord, stabiliser la version courte centrée sur le noyau, puis renforcer l'articulation quantitative du modèle par des simulations détaillées. Nous devrons ensuite préparer les protocoles de validation, maintenir la branche parallèle comme volume complémentaire et enfin hiérarchiser précisément la couche locale avancée. La meilleure stratégie académique consiste à séparer la version de publication, courte et percutante, du manuscrit maître qui conserve toute la richesse des extensions phénoménologiques. La valeur scientifique actuelle réside dans la capacité à offrir une architecture cohérente et testable à partir d'une intuition centrale. Le vide est un milieu physique actif. Cette transformation d'une intuition libre en un programme structuré, avec des protocoles pensables et des critères explicites de confrontation, est en soi un accomplissement majeur. Le bulk structuré n'est plus une intuition dispersée. C'est un cadre scientifique prêt à être travaillé dans la durée. Messieurs, mesdames, je vous remercie pour votre attention.